Allez, on va partir ensemble pour cet après-midi. J'espère qu'on n'aura pas de soucis de réseau parce que depuis ce matin, le réseau est pas terrible de mon côté. Avant de présenter Anthony, on va parler un petit peu de ce webinaire, comment ça va se passer. Et puis après, on va démarrer. Donc du coup, vous êtes très nombreux intéressés par ce sujet du sourcing. Donc du coup, on espère que vous allez pouvoir partager aussi avec nous vos bonnes pratiques. Je m'appelle Fabrice Penelot, je suis le dirigeant de Crop & Co, qui est un acteur qu'on va qualifier d'historique maintenant dans le monde des achats, puisqu'on a créé il y a 20 ans, et on s'intéresse à développer les pratiques achats, l'organisation, les compétences, et puis depuis quelques années, le digital, et c'est de ça dont on va parler aussi aujourd'hui. Alors, vous allez pouvoir, pendant ce webinaire, à la fois nous poser des questions. L'idée, c'est d'essayer de rendre ça le plus interactif possible, sachant que c'est jamais simple sur un format de webinaire, mais vous avez en bas de la page un petit onglet questions où vous allez pouvoir poser vos questions et on va pouvoir essayer d'y répondre. Donc n'hésitez pas à les poser dans cet onglet questions. Ensuite, vous avez un chat. Certains d'entre vous ont eu la bonne idée de se saluer et de se présenter. Donc bonjour et à tous et à toutes. Mais si vous êtes un peu nombreux, ce qui va être le cas aujourd'hui, c'est plus simple pour nous en tant qu'animateurs de répondre à vos questions quand elles apparaissent dans l'onglet questions. Vous avez également des infos concernant nos activités sur nos sites Crop & Co. Là, vous allez retrouver notamment tout ce qui concerne les organisations d'événements, de matinales, de webinaires. Le site OKVO, où c'est plus de l'information dédiée au digital. Et puis, sur le blog que j'ai créé, qui s'appelle Apprendre les achats, où là, on est plus sur le métier et sur des pratiques métiers. Et dernier point, on est bien sûr, comme vous tous maintenant, sur LinkedIn. Donc, n'hésitez pas à vous connecter entre vous, à se connecter avec nous, parce que c'est aussi un bon moyen d'avoir quelques informations, quelquefois intéressantes, peut-être d'autres un peu moins, mais en tous les cas, voilà, on essaye aussi de diffuser un peu d'infos. Allez, quelques mots sur le thème de la journée. Pourquoi on s'est intéressé au sourcing? Et peut-être pour ceux qui nous suivent, pourquoi on fait un match retour du sourcing, puisque on avait fait un premier webinaire il y a quelques mois avec Anthony et Mathias à l'époque, et ce webinaire avait suscité beaucoup de réactions en live, j'allais dire, mais aussi après le webinaire, et on s'est dit que c'était un sujet qui continuait à beaucoup vous intéresser. Deuxièmement, vous le savez, on intervient beaucoup dans les organisations achats. J'échange également avec beaucoup d'acheteurs. Et ce thème du sourcing, c'est un thème qui revient assez régulièrement. Soit qu'on n'en parle pas très bien, quelquefois même on a un petit peu du mal à le définir. Qu'est-ce que c'est véritablement qu'une activité de sourcing? Mais surtout, comment on pratique ou pas d'ailleurs cette activité de sourcing. Et parmi les grandes activités de l'acheteur, on va considérer que sourcing, c'est une de ces grandes activités, identifier, chercher, sourcer, se rendre attractif auprès de nouveaux fournisseurs. Eh bien, en vérité, c'est une activité qui n'est pas toujours très très bien pratiquée et très souvent pratiquée. Voilà. Et on va essayer cet après-midi un petit peu essayer de comprendre pourquoi, qu'est-ce qui fait que vous pratiquez peut-être pas autant que vous voudriez, pas autant que vous peut-être le pourriez. Et puis on va essayer aussi de donner quelques pistes pour essayer de s'améliorer et notamment des pistes aussi avec maintenant des outils. Voilà. Alors, comme souvent, si vous me suivez, vous le savez, j'aime bien être accompagné. C'est à la fois plus agréable et souvent plus intéressant parce que je suis accompagné par des gens qui sont spécialistes des sujets qu'on évoque ensemble. Aujourd'hui, je suis accompagné de Anthony, que je vais peut-être laisser se présenter en quelques mots. Eh bien, merci Fabrice. Bonjour à toutes et à tous, je suis Anthony Damour. Ça fait 2 ans que j'ai la chance d'accompagner les organisations achats dans la digitalisation de leurs activités. Et c'est vrai que le mot-clé sourcing est un mot-clé qui fait fantasmer beaucoup les acheteurs. Et j'en entends parler quasi systématiquement lors de mes échanges autour du digital, voir s'il existe des solutions autres que Google qui permettent d'aller avec efficacité
détecter des nouveaux partenaires commerciaux. Donc j'aurais un peu d'expérience à vous partager. Et tu parlais du match aller, Fabrice, et je ne sais pas si tu as prévu un sondage pour le match retour d'aujourd'hui, mais au match aller, pour information, on avait 17% des participants sur quasiment 300 personnes qui indiquaient faire régulièrement ou systématiquement du sourcing sur les différents projets achats, et à contrario, il y avait un bon tiers des participants qui n'en faisaient quasi jamais, voire seulement très occasionnellement. Eh bien, écoute, c'est une bonne question. Tiens, on va démarrer tout de suite. Alors, on regarde un peu les réponses au premier sondage qu'on vous a publié. Donc, la question posée était la suivante: à quelle fréquence pratiquez-vous vos activités de sourcing? En numéro 1, de manière assez forte, on a de manière très rare sur quelques dossiers. Alors, si on regarde un peu les chiffres, on est en période d'élection et de sondage. En tous les cas, pour certains, promis, ceux-ci ils sont pas manipulés. Du coup, 63%. Alors, bon, faut faire attention parce que parmi vous, et je le sais, on a des managers, on a des acheteurs opérationnels, on a des juristes, on a différentes personnes qui sont potentiellement concernés à des niveaux un petit peu différents par les activités de sourcing. Et puis, on a aussi des acheteurs qui, sur leur catégorie de dépenses, quelquefois, sont un petit peu moins, pour lesquels la pratique est peut-être pas aussi importante que sur d'autres catégories. Hein, mais pour autant, voilà, on va dire qu'à peu près 2/3, en tous les cas du groupe là, de l'échantillon qui est avec nous cet après-midi, pratique pas de manière très régulière le sourcing. Hein, alors on aura pu poursuivre les questions, mais c'est de se dire, mais pourquoi, en fin de compte? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, cette activité, elle n'est pas aussi simple que ça à utiliser? Je sais pas si Anthony, toi déjà, à travers les échanges que tu peux avoir, tu as des débuts. Après, on va essayer d'organiser un petit peu les messages. Mais voilà, si j'avais à te poser la question, est-ce que déjà le résultat du sondage t'interpelle, ou tu retrouves un petit peu les échanges qu'on peut être amené à avoir? Ouais, c'est assez fidèle à ce qu'on avait fait déjà en juillet. Si je prends la proportion de ceux qui n'en pratiquent que très peu, voire jamais, on va se situer, alors c'est un peu plus généreux, mais on va être autour des 25%, versus les 17 de juillet. Donc, on reste dans des proportions qui sont à peu près les mêmes. On va dire plutôt un acheteur sur 5 qui le pratique peu, voire pas. Et à l'opposé, on a idem, un acheteur sur 5 globalement qui le fait avec beaucoup de fréquence. Et dans mon quotidien, je te dirais, Fabrice, que les trois, si je devais faire un top 3 des sujets qui conduisent les organisations à ça, je posais la question du sourcing. En un, c'est le côté infructuosité. Quand on subit des publications d'appels d'offres et qu'on n'a aucune réponse, ça peut mettre économiquement en péril certains projets. Je pense à la construction, au bâtiment, où là, effectivement, c'est des coûts de non-livraison et potentiellement de non-encaissement de loyer qui peuvent être concernés, donc ça représente des sommes qui peuvent être importantes, cette infructuosité. Le deuxième levier, je dirais que c'est améliorer la compétition, où souvent on me dit, ben voilà, moi sur mon territoire, je n'ai que 2 ou 3 personnes qui répondent, c'est systématiquement les mêmes, et j'ai pas l'impression d'acheter de la meilleure façon, au meilleur prix. Et donc c'est vrai que faire venir finalement des nouveaux partenaires, ça peut enrichir et contribuer à cette amélioration de la compétition. Et il y a un côté innovation. Alors innovation, qu'elle soit sous l'angle RSE, sur les enjeux socio-environnementaux, mais aussi innovation techno. Le fait d'aller détecter des nouveaux partenaires, c'est source potentiellement de gains de compétitivité sur l'innovation. Ok, bon, on va y revenir en effet. Alors du coup, on va peut-être commencer à poser. Alors une fois encore, je répète, posez vos questions. Ne laissez pas avec Anthony faire un duo, même si on aime bien ça. Alors je sais que pour certains qui écoutent des webinaires, on met ça un petit peu en fond d'écran, un peu comme on le ferait avec une radio. Il n'y a pas de problème avec ça. Ça nous va bien aussi d'être un petit peu avec vous cet après-midi. Mais si d'autres souhaitent en profiter pour s'interroger, rebondir, questionner, c'est aussi le bon moment. Vous savez qu'on aime bien ça. Premier point peut-être pour se mettre d'accord un peu aussi sur ce qu'on entend par le sourcing, parce que là aussi je vais emprunter à Franck Barrier, je crois qu'il avait posté sur LinkedIn sur le sujet. C'est une activité à ne pas confondre avec
l'étude de marché. L'étude de marché, c'est véritablement un élément clé d'une stratégie d'achat. Vous savez que pour bien faire une bonne stratégie d'achat, on a besoin de 2 ingrédients forts. Le premier, c'est la bonne compréhension de vos besoins futurs, et ça c'est plutôt interne à votre organisation. C'est ce que vous faites dans les univers publics quand vous recensez ou ces sujets-là, de quoi on va avoir besoin dans le futur. Et le deuxième élément, c'est la bonne compréhension du marché fournisseur, c'est-à-dire par rapport à ces besoins que je vais avoir, quels sont les fournisseurs qui vont pouvoir satisfaire ces besoins. Et donc du coup, pour bien comprendre le marché fournisseur, en effet, on peut aller faire ce qu'on appelle une étude de marché. Et c'est pas une activité de sourcing, faire une étude de marché. Et d'ailleurs, si vous avez des équipes marketing pas loin de vous, parlez-leur des études de marché parce que ils baignent dedans toute la journée. Il y a des agences, des sociétés spécialisées dans ces études de marché. Ce qui est moins vrai pour les achats, d'ailleurs. Si on a qui recherchent des idées de business, intéressez-vous aux études de marché pour les acheteurs. Voilà. Et donc l'activité de sourcing, en vérité, c'est un petit peu différent. L'activité de sourcing, ça va être d'aller chercher des informations. Alors des fois, les clés d'entrée dans le sourcing peuvent être un peu diverses et variées. On peut s'intéresser de manière forte aux fournisseurs. Du coup, Franck m'a entendu. Il nous a rejoint. Salut Franck. Ça peut être s'intéresser aux fournisseurs, mais ça peut être aussi s'intéresser quelquefois au domaine d'achat, à la famille d'achat. On peut aussi aller sourcer. Généralement, quand on s'intéresse aux fournisseurs, ça veut dire qu'on s'intéresse à la famille d'achat qui est concernée par votre projet. Et donc du coup, bien sûr, c'est un sujet qui est un petit peu plus large. Donc voilà, déjà parmi les grandes activités qui fait que l'on est acheteur, pour moi, c'est aussi une capacité à sourcer. C'est ce qui va différencier quelquefois. Vous savez, on s'interroge toujours les achats, les appros, des choses un peu, un peu historiques pour nous tous qui sommes autour de la table et vous qui êtes des grands spécialistes. Le sourcing, c'est aussi la capacité que va avoir l'acheteur à se poser des questions. Je souhaite tel produit ou tel service. Mon métier d'acheteur, c'est de m'interroger, de challenger ce besoin, de sourcer. Voilà. Et pourquoi c'est une activité qui est importante? C'est ça qu'il faut aussi bien comprendre, parce que quelquefois, quand on interroge les acheteurs de pourquoi en vérité ils ne consacrent pas autant de temps à cette activité, pour une petite partie d'entre eux, mais il faut aussi la traiter. Ils n'ont pas toujours la bonne compréhension de l'importance de ce qu'est le sourcing. Et comme le dit Anthony, quand il dit qu'une des premières raisons, c'est que on fait du sourcing quand c'est infructueux, mais c'est bien trop tard, en vérité. C'est-à-dire qu'on a constaté qu'on n'avait pas fait ce qu'il fallait en amont, et puis on se dit, oh là là, mais il n'y a pas beaucoup de fournisseurs qui répondent. Oui, mais qu'est-ce qu'on a fait avant notre opération, avant notre consultation? C'est là que ça fait tout son sens. C'est pour ça que la bataille, vous le savez, la bataille permanente de vous, acheteurs, c'est d'être en amont, très très proche des projets, avant que la mécanique se mette en route. Parce que quand la mécanique, notamment dans l'univers public, se met en route, et déjà que vous avez un certain nombre d'étapes à réaliser et qui peuvent prendre un peu de temps, c'est trop tard de se dire attends, on va faire un sourcing. L'opération elle est partie et malheureusement vous êtes vous allez subir un peu ce qui va se passer après. Donc du coup, je pense que il faut bien comprendre que le sourcing, tout comme la capacité à bâtir des stratégies, la capacité à gérer des risques, à suivre un profil, on va dire un portefeuille fournisseur, ça c'est des activités stratégiques du métier qui font que vous êtes acheteur. Sinon pour moi, si on ne source pas, si on fait pas de stratégie, on va se rapprocher des activités d'appro. C'est-à-dire que tu as besoin de ça. On va préparer notre marché, on va constater de savoir qui répond. Tiens, c'est bizarre, c'est toujours les mêmes. Il n'y a pas de nouveau, il n'y a pas d'innovation, il n'y a pas, etc. Donc le sourcing, activité stratégique. C'est vraiment un point qui est important. Et donc du coup, si c'est stratégique, ça veut dire qu'on va s'organiser pour la réaliser cette activité. Tu partages, Anthony, sur ce premier point de cette importance de ce que revêt le sourcing pour les acheteurs.
Oui, et d'ailleurs, on arrive d'un point de vue calendaire bientôt à l'échéance de 2024. Donc, on va préparer gentiment 2025 désormais. Nous, on traite souvent les enjeux autour des sujets de cartographie, alors que ce soit dans le digital ou des cartographies achats plus élaborées pour nos clients. Et effectivement, dans cette stratégie 2025, c'est de se dire, tiens, si j'ai des familles sur lesquelles je sais déjà ou que les métiers me remontent des difficultés, c'est des objectifs concrets qu'on peut se noter et nourrir pour 2025, en se disant qu'il y a des familles qui sont peut-être prioritaires pour les activités de sourcing. Soit pour des raisons d'infructuosité qu'on évoquait, soit parce que les compétitions manquent quelque part de croustillant et d'appétit sur les négos. Et d'ailleurs, on avait eu cette discussion en juillet, je me rappelle Fabrice, où on parlait du changement de paradigme qu'il y avait sur le marché, où aujourd'hui la relation entre les fournisseurs et les donneurs d'ordre était vraiment devenue différente par rapport à ce qu'elle était il y a encore quelques années. Oui, ça c'est un point important en effet, qu'on peut évoquer rapidement. Souvent, c'est le privilège de l'âge, chers amis, mais je répète souvent qu'il y a beaucoup de choses qu'on dit et qu'on répète dans le métier achat et qui évoluent doucement, année après année. Par contre, il y a quelques éléments que je trouve qui évoluent rapidement. Il y en a au moins deux qu'on va évoquer cet après-midi. Il y a les fournisseurs. Oui, les fournisseurs. La relation fournisseur a changé. Vous étiez avant des clients rois, ou en tous les cas des clients pour lesquels tout le monde avait envie d'être fournisseur. Ça a changé. Vous avez maintenant des fournisseurs qui choisissent un petit peu leur cible, leur manière de travailler, leur manière de répondre, la manière d'interagir avec vous. Regardez aujourd'hui, pour certains fournisseurs, vous avez personne en ligne, ou alors vous avez un conseiller particulier, vous avez des responsables de compte, etc. Donc ça a vraiment changé. Et puis certains fournisseurs délaissent de manière en toute conscience certains marchés, certains acteurs, vous notent. On fera un jour un webinaire sur l'évaluation des fournisseurs. Je sais que c'est un sujet qui vous en est. On va revenir, Elodie, oui, sur cette cartographie achat. Mais je sais que le sujet l'évaluation, c'est un sujet important pour vous. C'est aussi une excellente pratique achat au passage. Mais vraiment, et moi qui travaille avec vous et avec quelques fournisseurs, veuillez me croire que les fournisseurs vous évaluent beaucoup plus que vous ne les évaluez. Et dans leur évaluation, bien évidemment, la synthèse finale, c'est est-ce qu'on a envie de travailler avec ce client ou ce prospect, oui, comment, quel niveau d'effort on est prêt à faire, etc., etc. Donc du coup, la relation fournisseur, elle a fondamentalement changé. Et du coup, la bonne nouvelle, c'est que ça va vous imposer de vous intéresser beaucoup plus aux fournisseurs que vous ne le faisiez auparavant. En sachant que je vous rappelle au passage que si vous êtes performant dans vos organisations, dans vos métiers, dans vos activités, c'est que vos fournisseurs sont performants. Qu'est-ce qui fait que dans une collectivité, on va être au rendez-vous des engagements qui sont pris par le politique? C'est la manière de mettre en œuvre, que ce soit des projets, des services, etc., mais qui sont souvent opérés par des acteurs qui ne font pas partie des fournisseurs. Donc du coup, je pense qu'en effet, Et alors, on fait la petite parenthèse. Vous savez que j'aime bien faire des parenthèses et des accolades. Oui, Franck a raison. C'est-à-dire que ces fournisseurs, quand à un moment donné, on vient leur proposer, non seulement après les avoir évalués, de leur dire maintenant et vous, qu'est-ce que, au-delà de ce que vous pensez de nous, c'est qu'est-ce que nous pourrions faire pour mieux travailler ensemble? Qu'est-ce que nous devrions améliorer? C'est compliqué de se mettre à la place de. Moi, j'ai été pendant très longtemps directeur achat. Je suis aujourd'hui quelque part un vendeur pour les directeurs achats. Je peux vous dire que les vendeurs et les acheteurs, c'est et Anthony le sait bien aussi, c'est deux métiers proches, et pour autant, il y a plein de choses qu'on ne sait pas forcément bien sur les autres. Donc du coup, ça c'est important. Deuxième sujet qui a changé, mais là on va y revenir, on est dans le thème de l'après-midi, c'est le digital. C'est-à-dire que pendant très longtemps, oui, faire du sourcing quand on était acheteur, ça a démarré par la barre de recherche sur Google, ou alors le coup de fil au petit copain du CNA ou de l'association d'acheteurs, mais en vérité, on n'était pas très outillés. Ça a changé, et c'est ce que je vous propose qu'on voit cet après-midi. Alors, je vois qu'il y a des petites, j'ai ma petite notif sur les questions. On va essayer de répondre à ces questions. Allez, c'est Manuela qui nous pose la première question. Le plus souvent, les opérationnels sont réticents à ce sujet. Aragon a essayé d'aller plus vite, surtout quand ils allaient renouveler un marché sur un besoin existant. Oui, l'opérationnel, faut jamais oublier une chose. L'opérationnel, lui, il sait ce qu'il veut, il sait quand il en a besoin, et tout le reste, ça va être considéré comme de la perte de temps. Et quand je rajouterais que d'ailleurs souvent même il a pour un certain nombre de cas le budget, comme on dit, ou l'enveloppe budgétaire, en vérité tout ce que vous allez lui raconter, voilà. Donc si vous traitez le sujet comme étant pour lui une perte de
temps, une activité supplémentaire qui ne lui procure pas un bénéfice, vous allez avoir du mal à l'embarquer avec vous. Si maintenant vous savez lui raconter que cette activité de sourcing, sur laquelle d'ailleurs potentiellement vous allez le mobiliser, ça va lui permettre de peut-être faire des nouvelles rencontres, peut-être de faire évoluer son besoin, de peut-être faire baisser son niveau de risque, vous risquez de l'embarquer. Hein. Mais si vous avancez l'activité de sourcing comme étant une activité sous contrainte pour l'opérationnel, oui, je comprends que pour lui, c'est pas une bonne nouvelle. Deuxième, Anthony, n'hésite pas à réagir hein, s'il y a besoin. Je lisais en filigrane d'ailleurs dans la question de Manuela qu'il y avait un petit sentiment d'urgence. C'est vrai que souvent le manque d'anticipation contraint aussi à se passer de certaines étapes qu'on considère pas indispensables. Et à tort, on pourrait considérer que le sourcing ne puisse pas être réalisé parce que le calendrier devient un peu contraint. Et j'avais ce sentiment-là dans la lecture de la question. Ouais. C'est d'ailleurs ce que dit Manuela quand elle dit comment mieux anticiper. Alors, vous avez raison. C'est-à-dire, si à un moment donné, vous démarrez le sourcing au moment où on est en train de vous dire qu'il faut déclencher tel besoin parce qu'on voudrait que ça arrive, vous savez, notre histoire de l'acheteur après-demain, comme on dit, ou souvent avant-hier, hier. C'est mort. Donc pour moi, l'activité de sourcing, quand on regarde l'ensemble de vos grandes activités que vous allez opérer, elle se décrète souvent bien avant, en effet. C'est-à-dire qu'au moment où vous allez faire cette étape d'échange avec vos clients internes, vous voyez là, on est le 5 novembre, donc j'espère que pour beaucoup d'entre vous, on va dire une grosse partie de ce qui va se passer en 2025 est déjà connue. Hein, pas tout, parce que c'est ce qui fait le sel de notre métier. Et quand même, on sait à peu près où on va aller mettre les pieds. Donc sur ce qui va se passer en 2025, c'est là que vous allez dire, à cet endroit-là, je vais aller faire du sourcing. Là, c'est pas la peine. Là, on l'a fait l'année dernière. Là, il n'y a pas assez d'enjeux. Hein, le sourcing, ça ne veut pas dire qu'on doit en faire sur tous les dossiers d'achat, sur toutes les familles d'achat. Hein, on va s'interroger, vous le savez, quand on est acheteur, à cette fameuse matrice de Kraljic. Est-ce que je suis sur un achat stratégique, un achat à risque, un achat non critique? En fonction de ces éléments d'analyse, on va décider de quel niveau de pratique. Hein, c'est pas 100% de mes achats, on fait 100% d'étapes de sourcing. Non, il y a des familles d'achats qui le méritent pas, sur lesquelles vous allez perdre du temps, sur lesquelles vous n'allez pas amener de la valeur. Hein, et comme déjà vous n'avez pas le temps de bien faire votre métier, vous remettez pas des singes sur les épaules, quoi. Hein. Le sourcing, on va le mettre là où ça va faire de l'impact. Donc oui, je pense qu'il faut à la fois l'identifier très tôt, et puis du coup le préparer. Hein, une fois encore, quand le coup est parti, c'est trop tard. Hein, vous êtes plus parce que ça prend du temps. Parce qu'on va voir que ça prend du temps. Surtout que potentiellement vous allez chercher dans des horizons un peu divers et variés. Même si une fois encore, on a des outils qui vont vous permettre de limiter ce temps que vous allez consacrer, mais ça prend du temps. Voilà. Mais si c'est important, il faut le faire. Voilà, Manuela. Donc oui, il faut vraiment, il faut l'intégrer comme étant une activité qui est pas accessoire. Et donc du coup, elle doit se planifier. Alors, qu'est-ce qui se passe, hein? Nous aussi, on a essayé un petit peu d'analyser pourquoi, en vérité, vous faisiez pas. C'est-à-dire qu'une fois qu'on s'est dit, ils ont compris, ils sont intelligents. Quand c'est bien fait, on voit l'impact que ça donne. Alors du coup, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on le fait pas plus? Et on a identifié quatre grandes raisons qui peuvent nous montrer que c'est pas fait. La première de ces raisons, je reviens à mon point de départ, c'est que pour un certain nombre d'entre vous, c'est pas considéré comme une activité suffisamment importante. Hein, et à partir de là, c'est un nice to have, ça serait bien de le faire, mais si je le fais pas, ça me gêne pas. Et donc du coup, à partir de là, comme je suis un petit peu à la course sur pas mal de sujets, je la sacrifie. Hein. Si je fais le parallèle avec une autre activité essentielle du métier, la stratégie d'achat, moi j'ai beaucoup d'acheteurs qui me disent moi j'ai pas le temps de faire des stratégies d'achat. Hein. Donc souvent je dis que le temps ils l'ont, mais ils ont décidé de pas le faire. Mais en vérité, c'est parce que on perçoit pas toujours l'importance stratégique de faire du sourcing. Et donc à partir du moment où on n'a pas considéré que c'est suffisamment important, c'est plus facile en effet de pas le faire. Première raison. Deuxième raison, on n'a pas de temps parce qu'on n'est pas organisé. Hein, ça rejoint un petit peu là aussi en filigrane ce que disait Manuela, comment mieux anticiper. Comme je vous l'ai dit, c'est une activité, ça prend du temps. Si on n'a pas tout ça, si on l'a pas planifié, si on l'a pas positionné dans notre agenda, si on l'a pas organisé,
eh bien, il y a aussi un certain nombre de chances pour que malheureusement on le fasse pas. Ça, c'est la deuxième raison. Troisième raison, on sait pas faire. Pour discuter avec quelques acheteurs, je dis, vas-y, fais du sourcing, comment on fait, comment tu fais, qu'est-ce que tu as fait, etc. Quelquefois, on ne sait pas faire, on n'a pas le savoir-faire. Alors le sourcing, c'est pareil, c'est comme beaucoup d'activités, c'est pas forcément inné. Il y a des méthodes, il y a des pratiques, et donc du coup, il y a des formations sur ce thème du sourcing, et je pense qu'en effet, ça peut valoir le coup d'y revenir. Et puis enfin, la dernière, peut-être une des dernières explications du fait que c'est peu pratiqué, c'est la dimension autour des outils. Et ça, c'est un point qui est important. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai compris que c'était important, que je saurais faire, que je me suis organisé pour capter à quel endroit ou sur quel sujet je vais le faire, du coup, comment je le fais concrètement? Avec quel outil? Parce que si mon seul outil, c'est Internet, waouh, je pars d'un petit peu loin. Et donc là, ça peut tuer aussi le dispositif. Donc du coup, voilà, l'importance stratégique, l'organisation et la planification, les compétences pour le faire, et les outils. Et avec ça, vous avez les bons ingrédients pour passer à l'acte. Ça, c'est un point qui est important. Je vois qu'il y a des petits commentaires dans le chat. C'est pareil, Anthony, n'hésite pas s'il y a des points à repérer. Ouais. Non, c'est des petits bonjours. Allez, les évaluations inversées, oui, n'hésitez pas à faire un peu de réseau comme vous le faites. Alors, qu'est-ce qui se passe? Parce que du coup, on se l'est dit tout à l'heure, oui, si on fait sourcing n'est pas toujours pratiqué, vous le dites vous-même, vous le pratiquez de manière assez régulière. En vérité, voilà, c'est quoi les conséquences? Alors, il y en a plusieurs qu'on peut aussi identifier. Première conséquence, souvent, on va pas aller chercher des nouveaux fournisseurs. Et ça, c'est un point qui est pas neutre, parce que pour certains de vos panels fournisseurs, on est sur des fournisseurs un peu historiques, presque un peu vieillissants. Et pour certains d'entre eux, on a un petit peu des décalages de réalisation, de prestations, d'attentes. Et comme en plus on est depuis longtemps ensemble, on a le sentiment qu'on se connaît bien. Vous le savez très bien. C'est souvent quand il y a des nouveaux fournisseurs qu'on se re-questionne sur un certain nombre de points. Parce qu'on n'a pas d'habitude. En vérité, c'est ça le sujet. On n'a pas d'habitude. Quand on a des habitudes, du coup, on s'interroge plus sur un certain nombre de points, et ça peut, pour certaines catégories de dépenses, conduire à un niveau de prestation tout juste acceptable, voire même des fois un peu insatisfaisant. Voilà. Mais comme on n'a pas régénéré notre panel fournisseur et que le sourcing, c'est un bon moyen de le régénérer, du coup, on se satisfait un petit peu d'un fournisseur historique. Et puis le cas ultime, c'est ce que tu disais, Anthony, c'est d'aller voir sur des consultations sur lesquelles on n'a pas de réponse. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on n'a pas suffisamment stimulé ce marché, on n'a pas recherché des nouveaux acteurs. Alors, rechercher les nouveaux acteurs, c'est pas uniquement pour leur dire coucou, il va y avoir un appel d'offres. C'est des fois peut-être qu'en discutant avec eux, on va s'apercevoir que la manière dont on exprime notre besoin est peut-être pas la bonne manière de faire pour susciter l'intérêt des fournisseurs. Ça peut aller jusque-là, le sourcing. C'est pas uniquement de les prévenir qu'on va lancer une opération de consultation. C'est de les faire réagir par rapport à notre besoin, à l'état du marché. N'oubliez jamais qu'un fournisseur, dans le meilleur des cas, il vous connaît bien, mais surtout, il connaît super bien les besoins de tous les gens qui sont sur le marché comme vous. Donc, c'est un bon moyen de benchmark, le fournisseur. Pensez bien à le solliciter. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire. Alors, je sais pas s'il y a des questions, des remarques, avant qu'on passe à une partie plus peut-être démonstrative. Anthony, tu veux compléter un peu cet état des lieux? Ouais, je valide effectivement cet état des lieux. Tu parlais tout à l'heure des systèmes d'information du digital. C'est vrai qu'au-delà d'Internet, aujourd'hui, éventuellement un petit bout de fichier ou de base Excel, on n'a pas beaucoup d'outils ou d'éléments qui sont détectés dans les organisations pour réaliser le sourcing. Et puis, d'une façon générale d'ailleurs, il y a aussi peu de partage d'informations autour même de la base fournisseur. Sans même parler forcément d'aller chercher des nouveaux. La base des fournisseurs actifs d'une organisation, c'est déjà pas simple à animer. C'est pas facile de consolider de l'information, que ce soit des évaluations, le suivi des incidents ou des litiges sur la vie de ce fournisseur. Tiens, je vois que Julia nous dit on a un souci de fournisseur historique dans notre industrie, et plus on s'enfonce dans cette pratique,
plus on perd la maîtrise de nos informations. Il faut les challenger. Et oui, et pour les challenger, il faut s'intéresser à cette partie amont. Là aussi, hein, on est vraiment sur une distorsion de pratique du métier entre ce qui se passe côté achat et côté fournisseur. Hein, on a des fournisseurs qui sont souvent beaucoup plus connaisseurs, ou en tous les cas des typologies de clients, des secteurs de clients, etc. Que nous on peut le faire au niveau achat. C'est pour ça que je pense que l'enjeu du sourcing, hein, parce que comme beaucoup d'ailleurs d'activités du métier de l'acheteur, sont pas des niveaux d'activité avec des niveaux extraordinaires de maîtrise technique. Vous voyez, faire du sourcing, vous n'allez pas faire une formation de 15 jours sur le sourcing, hein. Mais par contre, l'organisation et de décider que je vais m'en occuper, c'est à mon avis ça l'enjeu majeur. C'est qu'une fois que j'ai compris que je suis bien outillé, comment je m'organise dans ma gestion du temps pour pratiquer cette activité sourcing. Ça, c'est un point qui est vraiment important. Alors, du coup, une fois qu'on a posé un petit peu ce terrain de jeu sur pourquoi, comment il faut le faire, pourquoi il faut le faire, moi, ce que je vous propose, c'est peut-être que avec Anthony, on vous illustre la manière dont ça peut se passer maintenant sur la dimension des outils. Hein, alors du coup, pour tout de suite faire tomber le sujet on va vous parler d'un outil qu'on connaît bien puisque c'est le nôtre. Oui, il en existe d'autres. Hein, on n'est pas les seuls sur la planète achat à avoir développé une réflexion sur les outils de sourcing. Hein. Il y a un certain nombre d'acteurs qui ont des choses aussi sûrement intéressantes à vous présenter, et il n'y a pas de problème là-dessus. Là, l'idée, nous, au-delà de citer OKVO, qui est notre solution de système d'information achat, c'est surtout de vous montrer concrètement. C'est-à-dire que l'idée, c'est de dire un sourcing avec un outil digital, voilà à quoi ça peut ressembler. Voilà votre pratique, comment elle peut se transformer. Hein, c'est ça qui est important. Après, de savoir si c'est cet outil ou un autre, c'est un autre sujet. C'est pas le sujet de ce webinaire. Là, moi, ce qui m'intéresse, c'est quand je vous dis que il y a des outils maintenant qui s'intéressent à ces activités de sourcing. J'aurais pas pu faire ce webinaire il y a 10 ans. Hein, quand je parlais de sourcing il y a 10 ans, c'était pas ça que je vous montrais. Là, aujourd'hui, ça y est, on y est. On a des outils. C'est concret, c'est efficace, c'est opérationnel. Hein, et d'ailleurs, sans les mettre à sollicitation, on a un certain nombre de personnes qui sont des clients qui écoutent ce webinaire qui pourraient d'ailleurs réagir. Allez, Anthony, parle-nous un peu du digital pour le sourcing. Comment on fait si on est acheteur dans une collectivité, dans une industrie comme Julia, pour bien pratiquer son activité de sourcing? Top. Merci pour le passage de témoin. Je me suis mis donc sur un compte de démo. Donc, ce que je vais pouvoir faire avec vous cet après-midi n'a pas d'incidence. Je ne vais pas solliciter pour de vrai des fournisseurs et envoyer des emails ou des notifications. Avant de vous parler des différentes bases de données qui sont connectées aujourd'hui dans les outils, qui sont mises à disposition notamment par le ministère de l'économie et des finances, un tout petit mot sur l'animation de la gestion d'une base fournisseur. Et en effet, et là vous le voyez à l'écran, l'un des premiers sujets, c'est de dire je connais, j'identifie des fournisseurs qui sont actifs au travers d'une extraction, par exemple, de votre ERP, avec tous les tiers qui ont des dépenses, des décaissements sur, par exemple, les 12 ou les 24 derniers mois. Et ça vous permet déjà de faire des tris par famille, par segment, même par code d'activité, pour ceux qui n'auraient pas de nomenclature ou de segmentation. Et en parallèle de cette base de fournisseurs actifs, vous allez animer une communauté de prospects. Tu parlais du changement de paradigme tout à l'heure sur la relation fournisseur-donneur d'ordre. Je pense qu'effectivement, aujourd'hui, il y a une grosse phase de séduction, notamment pour aller capter l'attention des fournisseurs qui, à l'instant T, n'ont pas besoin de vous. Parce que c'est un peu ça le sujet. Les fournisseurs, ils ont leur carnet de commande qui est plein pour les 6, 12 prochains mois, voire plus. Et donc, c'est comment je vais pouvoir rentrer en relation avec eux, leur montrer que je suis potentiellement un client intéressant pour l'avenir. Et donc, on anime ces communautés par bloc dans un outil digital. Et effectivement, quand vous regardez après une entreprise, vous allez trouver une multitude d'informations. Vous allez pouvoir définir un niveau de risque par rapport à chacune de vos organisations et vos règles de gouvernance et de compliance. Qu'est-ce qu'un risque fournisseur chez nous? Donc ça se paramètre dans un outil digital comme OKVO. Ensuite, vous allez récupérer l'ensemble des données identitaires et ça sera mis à jour en automatique. Je vais vous parler tout à l'heure des sources d'informations et on fera quelques cas de sourcing ensemble.
On note d'ailleurs ici sur la partie plutôt de droite que d'une manière générale, il y a aussi votre propre classification. Donc le code tiers, si vous avez des éléments de zone de chalandise, si vous avez des critères RSE pour flaguer vos fournisseurs, vous pouvez mettre des raccourcis vers son site internet, etc. Donc ça, ce sont vos enjeux de qualification spécifiques. Et puis, toujours sur la partie information plutôt à valeur également, mais encore une fois automatisée, vous allez retrouver des informations type financière, qui soit proviennent d'Infogreffe, soit de l'INPI, soit qui viennent directement de l'acheteur quand il rencontre l'entreprise. Et donc, vous voyez ici, vous avez un maximum aujourd'hui d'informations disponibles avec des dynamiques où je vois l'évolution de chiffre d'affaires, le résultat quand il est publié, et ces données viennent des principales sources d'informations que je vais relister après. Idem pour la partie RSE. Alors j'ai pris de façon complètement arbitraire une entreprise qui, elle, n'a pas de critères, mais vous voyez que je peux aujourd'hui pointer, voir si elle est issue de l'économie sociale et solidaire, si elle est indiquée comme étant une société à mission, si elle fait partie du marché de l'inclusion. Je peux avoir son index égalité homme-femme quand il est publié. Et puis, ça, on l'a rentré, nous, cet été. On intègre maintenant les données liées au bilan gaz à effet de serre. Donc, les publications, les bilans GES via l'ADEME sont accessibles aussi dans Caveo. Et je manage des contacts dans la plateforme. Donc là, je n'en ai pas mis, mais vous pouvez mettre les contacts techniques, commerciaux, etc. Et la finalité de ce que je vous montre ici, c'est de pouvoir après partager en interne l'information autour de ces fournisseurs. Notamment, et vous le voyez dans les onglets de travail, et c'est pas le but pour cet après-midi, mais vous pouvez effectivement faire évaluer le fournisseur par les utilisateurs de celui-ci en interne, concaténer, consolider toutes les informations autour des incidents, des litiges, gérer des tâches, gérer un calendrier d'activité. Et après, vous pouvez rentrer dans le détail de tout ce que vous faites très opérationnellement avec l'entreprise sur le territoire. Et pour qu'ils deviennent prospects, en effet, c'était sur la page d'avant, dans Caveo, vous avez un moteur de recherche. Et ce moteur de recherche, certes, il va pointer vers la base de vos fournisseurs actifs, mais aussi, il va vous permettre d'en identifier n'importe où sur le territoire. Comment on a fait ? Ça, c'est le travail de l'équipe technique côté Caveo, pour pas tomber dans les enjeux de l'infobésité, parce que peut-être qu'on ne l'a pas dit, Fabrice, tout à l'heure, mais l'un des sujets qui peut faire peur aussi sur la partie sourcing, c'est la somme d'informations qu'il faudrait traiter, tout ce qu'il faut regarder, analyser pour prendre la bonne décision. Donc cette notion un peu d'infobésité, nous on l'a traitée de façon assez pragmatique, en vous permettant d'accéder directement aux données, on va dire, les plus importantes sur ce que vous pourriez considérer comme étant l'évaluation d'un fournisseur prospect. Typiquement, et je vous le montre à l'écran, on a d'abord un critère géographique. On va aller faire un petit tour dans le nord. Je peux sélectionner un code postal, une ville, du coup, ou n'importe quel autre résultat. Donc, je vais prendre ici le 59 000. J'ai un critère d'éloignement. Je vais rester sur 50 km. Et soit je cherche dans Caveo par mot-clé. Donc, un mot-clé sur une activité, ça peut être AMO, drone, menuiserie, etc. Soit et où, c'est pas mal. Je peux également pointer vers une activité NAF pour peut-être avoir un peu plus de précision. Car on m'interpelle souvent autour des enjeux des travaux et du second œuvre. Au hasard, allez, des menuisiers. Donc, j'ai tapé menuiserie, bois et PVC sur le secteur du Nord. Je peux choisir une forme juridique, éventuellement des codes CPV, une taille d'entreprise, un effectif. Et là, je vais avoir des critères qui vont être intéressants pour pouvoir avoir une recherche de qualité. C'est les critères que l'on voyait tout à l'heure sur la partie RSE. Je peux pointer vers l'économie sociale et solidaire, donc ne chercher que des entreprises qui seraient issues de l'ESS, ou des entreprises à mission, ou des entreprises issues du marché de l'inclusion. Et puis, avec les données essentielles des marchés publics, je peux voir s'il est déjà titulaire de marché, et éventuellement, sinon, le bilan gaz à effet de serre. Donc, ce que l'on a fait dans Caveo, quand je vous parlais d'infobésité, c'est qu'on a connecté les bases de données de l'open data, donc mises à la disposition du ministère de l'économie et des finances, et on a pris les données qui, pour nous, apportaient le plus de valeur au métier achat et vous permettent instantanément d'accéder à des réponses de qualité. Par exemple, je cherche donc des entreprises de menuiserie pour lesquelles il y aura au moins 10 personnes et qui seraient titulaires déjà de marché public. Donc, en faisant cette recherche, en une fraction de seconde, Caveo me dit, voilà, j'ai 30 entreprises prospects sur le territoire qui pourraient correspondre.
Alors bien sûr, si j'avais chargé votre base fournisseur actif en amont de cette présentation, il m'aurait dit à côté, j'en ai 2, 3, 5, 10 dans la base. Anthony, pendant que ouais. tu présentes, il y a une question de Rudy qui nous parle, puisque du coup, comme on vient en effet utiliser toutes les possibilités qu'offre notamment l'open data, quid du sourcing, par exemple, en Guadeloupe? Ah, alors ça fonctionne sur l'ensemble des territoires ultramarins. Donc, pour avoir fait pas mal d'échanges sur la Guadeloupe, la Martinique ou la Réunion, par exemple, ça fonctionne très bien puisque les données sont disponibles. Il y a des territoires où c'est plus complexe. Je pense au secteur de la Guyane, par exemple, ou en Nouvelle-Calédonie. Mais sur ces territoires cités, ça fonctionne très bien. Et de la même façon que je vous le montre ici. Merci, Anthony. Et les sources d'information qui font effectivement que ça fonctionne, y compris pour les territoires ultramarins, c'est derrière, ces informations sont issues de l'INSEE, du BODAC, d'Infogreffe, des données essentielles des marchés, et de toute une somme de sources de données liées aux critères RSE que j'ai évoqués tout à l'heure. On parlait du marché de l'inclusion ou de l'ADEME avec la publication des bilans gaz à effet de serre, par exemple. Mais là, c'est intéressant ce que vous avez à l'écran. Moi, cette société, comme vous, je ne la connaissais pas il y a encore quelques secondes. J'ai déjà tous ces données identitaires qui, comme vous pouvez le voir avec moi, sont des données récentes. Dernière interrogation de l'INSEE le 3 novembre. J'ai ces données financières quand il publie. Donc là, on voit qu'en 2022, il avait publié. Donc, je n'ai pas de dynamique en graphique parce que je n'ai pas d'autres bilans publiés. Mais en tout cas, en 2022, 2,6 millions avec quelques ratios. Et ici, j'ai une dynamique, par contre, de résultats. Là, il le publie chaque année, où cette entreprise, cette jolie PME, se situe, vous voyez, entre 100 et 160 000 de résultats. Ça, c'est très pratique pour les acheteurs, qu'ils soient d'ailleurs publics ou privés, peu importe. Alors, il n'y a pas de base de données officielle et ouverte pour les entreprises et les acheteurs du privé, mais dans le public, via les données essentielles, donc les remontées d'infos de chaque acheteur public vers le ministère, on se retrouve, comme vous le voyez à l'écran, avec des données derrière qui sont dites données essentielles, qui sont accessibles et qui vous permettent de savoir avec qui ils travaillent sur le secteur public. Effectivement, si vous voyez qu'il y a de la récurrence avec certains acheteurs, c'est souvent aussi un gage de qualité. Vous identifiez de cette façon une ou N sociétés et généralement, dans la bonne pratique, l'étape d'après, c'est de pouvoir rentrer en contact avec eux via un questionnaire que vous créez sur OKAVEO et que vous leur transmettez depuis OKAVEO. Le but, c'est de se faire connaître. C'est de dire, bonjour, moi je suis Anthony, je suis acheteur de prestations de travaux pour telle organisation. L'année prochaine et les prochaines années, d'ailleurs, on prévoit de nombreux projets d'achat sur cette typologie de famille. J'ai besoin d'en savoir davantage sur votre organisation. Vous êtes combien? C'est quoi votre taux de sous-traitance? Quels sont vos délais d'intervention? Bref, on va dire une prise de contact et faire connaissance au travers comme ça d'un questionnaire élaboré sur l'outil. Et les entreprises vous répondent gratuitement également sur l'outil. Donc voilà pour ce type d'éléments de recherche. Tout à l'heure, je vous disais, on peut taper des mots-clés, mais oui, effectivement, si j'ai besoin d'un AMO sur n'importe quel type de prestation, forcément, si je mets AMO et je reste sur le 59, peu importe, je décoche ici le critère marché public. Sur la base des mots-clés, il va venir me proposer tout ce qui contient AMO de près ou de loin. Et donc, effectivement, si je veux un peu plus de finesse, là, il me dit que j'en ai 20 prospects sur ce secteur-là. Si je veux un peu plus de finesse, je peux rajouter, pourquoi pas, un secteur d'activité, un code NAF, comme le conseil dans le cas présent. Ce qui est super dans ce que je vous montre d'ailleurs, c'est que ce n'est pas réservé qu'aux acheteurs. Il faut avoir conscience que ce type d'outils, si ce sont plutôt les métiers chez vous qui ont la responsabilité du sourcing, potentiellement, les métiers accèdent à ce module, ici fournisseur, et peuvent détecter les entreprises pour pouvoir vous les soumettre éventuellement et les contacter ensuite. C'est un point, Anthony, qui est important parce que quand on parle de sourcing, notamment sur des sujets qui pour certains sont n'ont pas été travaillés véritablement par les acheteurs, bien souvent le début de l'histoire du sourcing, il est chez vous en interne, auprès de vos utilisateurs, auprès de vos prescripteurs, qui eux connaissent un petit bout du marché, alors des fois plus ou moins bien suivant leur niveau de curiosité, mais et du coup votre sourcing c'est aussi un peu de les faire parler. Alors du coup une fois encore, quand on comprend qu'un utilisateur ou un prescripteur
une fois que son besoin est satisfait, il va pas plus loin. C'est pas toujours un sourcing très étendu. Hein. Il a trouvé son fournisseur, voilà. Mais pour certains sujets, ils ont un début de connaissance d'un domaine ou d'une famille d'achat qui peut être plus important que l'acheteur et qui peut nous mettre des fois un petit peu en porte-à-faux, hein, au niveau du métier. Très clair. Pendant que tu illustrais le propos, que tu mettais un peu plus de contenu, j'ai poussé juste pour montrer la restitution que l'on peut avoir avec l'ADEME sur les bilans gaz à effet de serre, où on peut regarder l'évolution, les catégories, les scopes, et on peut remonter évidemment sur la donnée source de façon à aller peut-être plus en profondeur sur l'analyse, si toutefois c'est un critère d'analyse. Voilà, ça c'est pour vous montrer de façon assez rapide comment on peut jouer avec un outil type OKVO et donc quelque part rapidement identifier un ou N nouveaux partenaires. Ce qu'il faut avoir ensuite en tête, c'est que ces entreprises prospects, si vous n'avez pas encore d'activité avec elles vont intégrer ici cette base de prospects que vous pourrez animer périodiquement. Tout à l'heure, je vous disais que ça pourrait être opportun de se faire connaître de ces sociétés en envoyant un mini questionnaire. Mais typiquement, un questionnaire autour de l'innovation, chaque année, sur ces entreprises un peu prospects, innovation et pourquoi pas contact, ça peut être malin sur vos secteurs d'activité. Dire, tiens, dans les perspectives de développement et d'innovation dans votre industrie, quels sont les sujets sur lesquels vous travaillez prioritairement pour les 12, 18 ou 24 prochains mois? Donc ça peut vous aider aussi sur votre base de prospects identifiés à aller chercher les 2-3 entreprises qui vraiment pourraient faire la différence pour vos activités. Ok Anthony, merci pour une fois encore ce petit tour d'horizon très rapide. Hein. L'idée c'est pas de faire une démonstration. Hein. Si jamais certains sont intéressés, on sera bien sûr à votre dispo. Il n'y a pas de souci. Là c'est pas le sujet. C'est plus d'éclairer dans la thématique des pratiques de sourcing, comment maintenant il faut outiller cette démarche. Hein, et quand bien même vous aurez compris que c'était important, vous serez formé à ces approches de sourcing, vous aurez créé la bonne relation en interne pour capter les besoins très tôt, hein, et comme on disait tout à l'heure, pouvoir les intégrer à votre plan de travail, à votre organisation. Vous pouvez buter sur le dernier point qui est l'aspect des outils pour le faire. Hein, une fois encore, si vous n'êtes pas outillé pour aller capter vite de la donnée, la traiter, la mettre en forme, l'illustrer, etc. Vous voyez, là, comme disait Anthony, en quelques minutes, on part d'un sujet qu'on connaît pas. Rapidement, on a des premiers sujets, on a des premières infos, ça met un peu en forme, on a des logiques de volume, on a des logiques de géographie, ça peut permettre de rebondir ici ou là. Donc j'allais dire, si vous n'êtes pas outillé pour cette partie-là, vous allez être malheureux parce que du coup, là pour le coup, le temps ensuite, il va être très. Il va falloir investir beaucoup de temps pour compenser tout ça, et là pour le coup vous n'y arriverez pas. Hein. C'est pour ça que il faut à la fois bien traiter les prérequis, mais réfléchir à comment ensuite je mets ça en œuvre de manière assez rapide pour que ça devienne une fois encore une mécanique. Regardez ce que font les commerciaux aujourd'hui quand ils utilisent leur base de données pour sourcer un marché. Hein, quand les commerciaux travaillent sur une nouvelle offre, très vite ils identifient des prospects, des potentielles cibles, des secteurs d'activité à aller adresser. Hein. C'est ce qui fait que vous êtes sollicité régulièrement par mail, par téléphone, sur LinkedIn, parce que en face de vous, vous avez des gens qui utilisent toutes ces technologies qui sont mises à disposition. Et là, je vous parle pas encore de demain d'IA qui va aussi permettre d'accélérer cette dimension-là. Mais déjà avec ce qu'on a aujourd'hui disponible, c'est-à-dire l'accès à toutes ces bases d'informations et les outils qui permettent de traiter ces informations, vous avez une transformation du métier avec ces outils. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qu'on vient de dire, à ce qu'on vient de voir, peut-être à ce que vous pratiquez vous, hein, s'il y en a quelques-uns, et d'ailleurs on pourrait presque s'il y en a un ou une qui veut nous rejoindre sur scène, comme on dit, volontiers, on va l'inviter. Est-ce que dans les
dans les personnes qui nous regardent, il y a quelqu'un qui veut nous partager un petit peu ses pratiques ou peut-être les points de difficulté qu'il peut rencontrer, et en tous les cas qui veut prendre la parole. On va faire preuve de démocratie. Aujourd'hui, 5 novembre 2024. On va vous permettre de le faire. On va pas vous obliger. Mais s'il y en a un ou une qui veut nous rejoindre, volontiers pour terminer cette séquence, on lui donne la parole. Je regarde. Personne lève la main. Tout le monde regarde ses chaussures. Oui. Bon, Anthony, pour terminer, là, on est quelques minutes avant notre engagement de 15 heures. Un message peut-être, qu'est-ce que de ton côté, toi, une fois encore, c'est intéressant, hein, parce que tu viens de cet univers, on va dire, du commerce, des outils, du métier achat. Donc du coup, tu discutes beaucoup avec toutes tes équipes. Qu'est-ce qu'on dit en synthèse sur cette activité sourcing? Écoute, moi, je vais prendre deux casquettes. Je vais d'abord prendre la casquette commerce. J'ai la chance, et depuis 20 ans, de travailler avec des outils digitaux dans toutes mes organisations, et ce qui n'est pas encore le cas pour beaucoup d'organisations achats. Aujourd'hui, tu parlais des équipements digitaux pour la partie commerce. Je pense que même une entreprise qui n'a qu'un seul effectif dans la vente a déjà un outil qu'on appelle un CRM, un outil de gestion de la relation client. C'est plus une question de taille ou d'importance, c'est devenu complètement accessible, ce genre d'outil. Et donc, quelle que soit la taille aujourd'hui, n'importe quelle industrie, une entreprise qui a un service commercial, aujourd'hui, elle dispose d'un CRM, qu'il soit 1 ou 1000 dans l'effectif. Côté achat, ce que j'ai pu de mon côté observer, je pense qu'on doit être à un peu moins de 20% de taux d'équipement. Il n'y a pas de statistiques officielles en France sur la digitalisation des achats, mais sur les centaines d'échanges que l'on peut faire chaque année, la stat est à peu près celle-ci. On va dire un peu moins de 20% des orgas qui sont équipés actuellement. Pour tous les autres, c'est très artisanal, ces activités. D'ailleurs, toutes les activités achats, c'est de multiples bases de données Excel pour la planification, pour les projets, pour le sourcing, pour les bases fournisseurs, pour les bases de suspects. Enfin, c'est encore très Excel. Et la contrainte que l'on observe sur ces pratiques-là, vous avez tous maintenant dans vos organisations des problématiques de sécurité sur les partages de fichiers, notamment par mail. Donc il y a des contraintes de sécurité et c'est très institut personnel. C'est-à-dire que si demain vous quittez votre organisation avec vos morceaux de fichiers de base Excel, c'est un actif de l'organisation qui disparaît. Et donc, le successeur va quasiment tout reprendre à zéro pour pouvoir être efficace. Le digital apporte cette dimension, de dire on capitalise et on incrémente de la donnée au fur et à mesure, peu importe les personnes qui vont utiliser l'outil, qui vont rejoindre ou quitter l'organisation. Ça reste un actif important pour l'entreprise. Et donc, on est sur un marché, une phase d'équipement auprès des organisations achats qui prennent conscience que il faut s'équiper, il faut des outils. Et puis, je le disais, c'est plus du tout les mêmes projets, les mêmes investissements qu'il y a encore 5 ou 10 ans en arrière. Donc, c'est devenu des projets accessibles. Donc ça, c'est pour la dimension commerce, se dire que, moi, quand je fais le parallèle, je me dis qu'il y a encore beaucoup de chemin à parcourir pour les organisations achats, pour qu'elles puissent arriver à peu près à égalité des fonctions commerciales. Tu disais tout à l'heure que les entreprises commerciales notaient les clients et les prospects. C'est le cas pour moi dans notre organisation. On sait qu'on a à peu près 300 projets identifiés autour de KVO, par exemple, pour l'année prochaine. Je sais aussi qu'on ne peut pas accueillir dans de bonnes conditions les 300 d'un coup, donc on priorise. Et pour prioriser, on identifie quelque part un score auprès des clients. Donc on va se dire que ce client-là, il a l'équipe, il a l'envie, il a la stratégie, il a la feuille de route, il a le budget également, et peut-être qu'il va être plus prioritaire que quelqu'un qui n'en est qu'au stade de la découverte, par exemple. Donc il y a déjà des notations qui existent chez nous et qui devraient exister dans le parallèle, dans la relation acheteur et sourcing. Je devrais identifier sur des panels stratégiques 3, 5, 8, 10 sociétés et je devrais aussi les noter en fonction de ce que je ressens et de ce que j'ai capté comme info. Mmh. Alors oui, tu as raison, bien sûr, il y a un fort décalage. Après, on va pas se redire ce qu'on se dit souvent au niveau là. On n'est clairement pas un marché stratégique pour les éditeurs.
Il faut pas se le cacher, parce que c'est un tout petit marché, les achats. En vérité, il y a beaucoup plus de commerciaux que d'acheteurs, et donc si on avait adressé le marché, ne serait-ce qu'en termes de taille, voilà, regardez vos organisations, et y compris les plus grandes, vous êtes combien en achats, ils sont combien en commerce, quoi. Il y a pas débat. Deuxièmement, ça c'est un peu chez nous, hein, je pense qu'on a mis du temps à illustrer cette dimension de création de valeur aux achats. Hein, et c'est un petit peu, c'est en partie notre faute, faut se le dire. On n'a pas su faire partager à nos dirigeants l'importance qu'aurait le métier d'achat. Et d'ailleurs, à plein d'endroits, c'est encore vrai. Hein. C'est encore vrai. Il y a encore plein de dirigeants qui voient l'acheteur comme celui qui sert, dans le meilleur des cas, à négocier, voire à passer la commande. Donc du coup, on a un boulot de communication, de positionnement, de marketing de la fonction qu'il faut vraiment qu'on réalise, parce qu'à partir de là, moi je vous fais au défi d'aller voir votre dirigeant en lui disant qu'il vous faut un outil de SRM. Hein, là on parle de sourcing, mais on parle demain d'outils de définition de stratégie d'achat. Voilà, et la question qu'on va vous poser si on est poli, c'est combien ça rapporte. Hein, chose qu'on posera jamais à un outil de CRM par exemple. Donc du coup, je pense qu'il y a un sujet qui fait que du coup, in fine, les éditeurs sont moins enclins. D'ailleurs, regardez ce marché du SI achat dans lequel nous on est aujourd'hui, hein, chez Crop & Co avec Ocaveo, on va se le dire entre nous, il est pauvre. Il est pauvre. Il y a combien d'éditeurs de SI achat? Vous avez entre guillemets vite fait le tour, comme on dit. Hein, quand vous regardez, voilà. Donc je pense c'est un bout de l'explication. Après, il y a un autre bout de l'explication, c'est qu'on a mis un petit peu du temps à se mettre d'accord sur ces activités métiers, comment on les outille. Voilà. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, vous voyez, ça existe. Une fois encore, je vous aurais pas dit ça il y a 10 ans. Ça existe, c'est pratique. Il y a un certain nombre d'acteurs qui proposent des choses, alors avec des approches qui peuvent être un peu différentes. Ça, c'est pas grave. Mais en tous les cas, vous êtes plus tout seul avec votre fichier Excel. Hein, voilà. Et voire même aujourd'hui, moi je rencontre des acheteurs, des jeunes acheteurs, qui dans leurs critères de recherche de nouvelles entreprises s'intéressent aussi aux entreprises et aux collectivités qui sont outillées. Hein, et moi j'ai été surpris plusieurs fois de voir des jeunes qui interrogent les recruteurs pour dire mais comment est organisée l'organisation achat et de quel outil elle dispose pour travailler, parce que moi j'ai pas envie de travailler avec Excel, quoi. Hein. Donc du coup c'est tout ça qu'on est en train de croiser. Ça vaut pour le sourcing. Il faut pouvoir l'utiliser parce que une fois encore vous allez en tirer beaucoup de bénéfices en termes de valeur que vous allez amener à votre famille d'achat. C'est un point qui est important. Écoutez, il est 15 heures, donc on arrive au bout de cette séquence sourcing. Hein. Une fois encore, je vous encourage à vous re-questionner, à re-questionner vos pratiques sur les familles, les domaines qui vous intéressent, d'aller regarder un petit peu là où vous pourriez accélérer un peu ce type d'approche, parce que ça peut vite être des bénéfices intéressants pour vous. Peut-être solliciter, interroger autour de vous les acheteurs de votre réseau pour voir ce que les uns et les autres ont pu faire sur ce thème. Et puis bien sûr, s'il y a des questions plus particulières, soit en termes de compétences, d'organisation, soit en termes d'outils, on est également à votre disposition pour en parler. Si il n'y a pas de questions, je vais procéder à la clôture du webinaire. Vous avez encore la possibilité de réagir. Et dans quelques secondes, il faudra se dire de la fin. Au revoir. Comme disait un certain Édouard Balladur. On va profiter d'être en novembre. Si vous identifiez pour l'année prochaine une ou deux familles sur lesquelles essayer d'intervenir en sourcing, et si vous regardez votre base contrat en identifiant ceux qui arriveraient à échéance dans les 12-24 prochains mois et qui sont stratégiques pour vous, essayez peut-être de les noter. Ces 2-3 familles et ces 2 ou 3 contrats importants pour mener quelques actions de sourcing sur ces dossiers-là, et puis vous nous direz ce que ça a pu donner. C'est une bonne remarque. C'est une bonne remarque et une bonne période. Avant de nous quitter, on organise le 5 décembre un autre webinaire où avec Nicolas Lemontagnier, qui est un de nos responsables de projet, sur le thème de comment créer une organisation achat en PME. Hein, on est là sur un domaine bien particulier, mais si le sujet vous intéresse, voilà, comment on part d'une situation où on n'a pas d'organisation achat, ou quelquefois il y en a une, mais elle fait pas des achats, en vérité elle fait plus des appros, et comment on met en place les différentes étapes pour faire exister
et ensuite développer une organisation achat en PME. C'est un webinaire dans un format identique à celui-ci. C'est de mémoire le jeudi 5 décembre. Et du coup, n'hésitez pas à vous inscrire sur notre site internet cropandco.com. Anthony, merci pour tout. J'ai trouvé le lien, je le mets en commentaire, super. vous l'aurez. Et merci à toi, Fabrice. Super. Merci à toi, merci à vous tous qui nous avez écoutés. Et puis écoutez, passez une bonne fin d'après-midi, bon sourcing. Et puis c'est parti. Et puis à bientôt. Merci Amélie. Au revoir tout le monde. Bonne journée.